L'exercice numéro 78 est un exercice qui a un énoncé, pour l'instant, purement matriciel, puisqu'on se donne deux matrices, une matrice 3,2, une matrice 2,3. On connaît le produit de la matrice AB, et on aimerait avoir des renseignements sur la matrice BA, sachant qu'on nous indique que la matrice AB est la matrice d'un projecteur. Donc dans un premier temps, on nous demande, ayant cette information, la matrice AB est la matrice d'un projecteur, de calculer X, Y et Z. Alors, déjà cette matrice de projecteur, je vais l'appeler C. Hein. La matrice C, ça va être la matrice AB. Donc C est la matrice d'un projecteur. Ben, on sait qu'un projecteur vérifie que composé avec lui-même, il va renvoyer ce même endomorphisme. Donc C est la matrice d'un projecteur, d'après le cours. La matrice d'un projecteur, si et seulement si, la matrice C carré est égale à la matrice C. Donc déjà, dans un premier temps, on va calculer la matrice C carré et on va regarder à quelles conditions nécessaires on va donner la matrice C, et après on vérifiera si les conditions qu'on a obtenues sont suffisantes. Hein. Donc dans un premier temps, donc, je vais poser ce produit de manière à effectuer le produit matriciel et de voir les conditions qui pèsent sur les paramètres x, y et z. Alors pour ça, j'ai envie de dire, on pourrait juste se contenter de ce qui se passe sur la première colonne dans un premier temps. Effectivement, si je regarde les coefficients de la première colonne, ils font tous les trois intervenir les paramètres x, y et z. Le coefficient qui est ici, si je développe le produit, ça fait 0 plus 1 moins x, ça fait donc 1 moins x. Le deuxième coefficient, je vais récupérer 0, 0 moins y. Et enfin, pour le dernier coefficient, je vais récupérer 1 moins z. Donc je vois déjà qu'il y a des conditions qui vont être imposées sur cette colonne-là. Si je veux que la matrice soit la matrice d'un projecteur, il faut que C carré soit égal à C. Donc il faut que la colonne qui soit là, 1 moins x moins y, 1 moins z, il faut que cette colonne-là soit égale à la colonne 0, moins 1, moins 1. Donc on voit qu'il est nécessaire d'avoir x moins 1 est égal à 0, donc x est nécessairement égal à 1. Je dois avoir y qui est nécessairement égal à 1 également, et 1 moins z est égal à moins 1, donc z sera donc nécessairement égal à 2. Donc je vois déjà dans le premier calcul que les trois conditions qui sont ici sont des conditions qui sont indispensables pour pouvoir avoir une matrice de projecteur. Donc j'ai qu'un seul candidat pour x, un seul candidat pour y, un seul candidat pour z. Donc maintenant je vais voir si avec les candidats qu'on a réussi à récupérer, on a effectivement la matrice d'un projecteur. Donc je vais me relancer dans le produit matriciel pour voir si la matrice que j'ai obtenue, eh bien son carré est bien égal à la matrice elle-même. Donc là je recopie la matrice AB que j'ai récupérée. Et je vais faire le produit de cette matrice par elle-même. Alors je vais déjà regarder ce qui se passe par rapport à la première colonne. Là on obtient le signe de deux termes opposés, ça va faire donc 0. Donc là 0, 0, moins 1. Et pour la dernière ligne, 0, 1, moins 2, ça fait donc moins 1. Donc la première colonne, ça fonctionne. Avec la deuxième colonne, je vais récupérer 0, 0, moins 1. 1, 0, moins 1, donc 0. 1 plus 0, moins 2, moins 1. Avec la deuxième colonne, ça fonctionne aussi. Alors la dernière colonne va nous donner 0, moins 1 plus 2, 1. Ici, on va récupérer moins 1 plus 0 plus 2, 1. Ici, on va récupérer moins 1, moins 2 plus 4, 2. On récupère donc bien qu'il est nécessaire que x soit égal à 1, y soit égal à 1, z soit égal à 1. Et cette condition est suffisante puisque si on impose à x, y, z les valeurs qui sont ici, on obtient bien que la matrice C carré est égale à C. On obtient donc que la matrice AB au carré est égale à la matrice AB. Donc on obtient bien que AB est un projecteur. Donc là on a bien déterminé x, y et z de façon à ce que la matrice AB soit un projecteur. Et on a vu qu'il n'y avait que un seul triplet possible, c'est le triplet 1, 1, 2.
Alors, la question intéressante maintenant, ça va être de calculer la matrice BA, c'est-à-dire comment accéder à la matrice BA. Alors, là, le problème, c'est que je perds la matrice A et la matrice B. Je connais juste leurs produits, mais a priori, je ne sais pas qui sont les matrices A et B. Donc, pour calculer le produit BA, c'est quasiment impossible. Voir le problème matriciellement va être un problème délicat, puisque j'ai 6 paramètres pour A, 6 paramètres pour B. Donc, j'ai a priori 12 inconnus. 12 inconnus, et donc je vais récupérer un système non linéaire qui est a priori impossible à résoudre par le biais d'un système. Donc l'idée, vous le connaissez, on va maintenant passer d'un problème de coordonnées à un problème géométrique pour voir si la partie géométrique ne peut pas nous aider. Et cette partie géométrique, elle est confortée par le fait qu'on sait que AB est la matrice d'un projecteur. Donc moi, ce que je veux calculer, c'est la matrice BA. Et pour ça, je vais associer à la matrice B et à la matrice A des applications linéaires. Alors je parle bien d'applications linéaires, puisque la matrice A est une matrice qui est de M32 de R. C'est une matrice donc qui a 3 lignes et 2 colonnes. Donc je peux lui associer une application linéaire, l'application canoniquement associée. Son espace vectoriel de départ, attention, il est de dimension 2, puisque la dimension de l'espace vectoriel de départ correspond au nombre de colonnes, puisque les colonnes représentent l'image des vecteurs de la base de départ, et elle sera à valeur dans K3. Alors ici K est égal à R, donc on va être dans R2 et dans R3. La matrice B est une matrice ayant 2 lignes et 3 colonnes et à coefficient réel. Donc l'application linéaire canoniquement associée à la matrice B, elle, va être définie sur R3 puisque cette matrice possède 3 colonnes, et à valeur dans R2 puisque cette matrice possède 2 lignes. Donc pour vérifier les choses, on sait que BA est la matrice de l'application B rond A, donc avec comme base au départ la base canonique de R2, donc je vais appeler C2 pour la base canonique de R2, et à l'arrivée, la base d'arrivée de B, c'est la base canonique de R2. Donc je peux voir B rond A, je peux le voir comme un endomorphisme de R2, puisque son ensemble de départ c'est R2, son ensemble d'arrivée c'est R2, et j'ai mis la base canonique sur R2, quoi qu'il arrive. Donc, déterminer la matrice BA, c'est déterminer l'application linéaire B rond A. C'est complètement équivalent. Bon, le problème, c'est que sur B rond A, je n'ai pas d'informations directes. Les informations que j'ai portent plutôt sur l'application A rond B, puisque je connais la matrice de A rond B dans la base canonique de R3. Effectivement, la matrice AB, c'est la matrice dans la base canonique de R3 de l'application A rond B. Alors c'est bien le cas, puisque B est défini sur un espace vectoriel de dimension 3, et A est à valeur dans un espace de dimension 3. Donc A rond B est bien un endomorphisme de R3, qui est représenté par la matrice AB dans la base canonique. Nous, ce que l'on sait, c'est que la matrice AB, c'est la matrice d'un projecteur, donc j'obtiens que l'application A rond B est un projecteur. Alors ce qui est toujours intéressant quand on travaille avec un projecteur, c'est connaître ses éléments caractéristiques, c'est-à-dire son noyau et son image, puisque on sait que l'image est un espace vectoriel important, puisqu'il représente l'ensemble des vecteurs qui sont invariants. Donc je vous rappelle que l'image de l'application A rond B, ce sont les vecteurs invariants. Par l'application A rond B. Bon, donc du coup, c'est assez facile de voir que la dimension de l'image, c'est le rang de la matrice. Et donc, pour avoir des vecteurs invariants, il suffira que je regarde quelles sont les colonnes de cette matrice. Donc, on va s'appuyer sur le fait que A rond B est la matrice AB est la matrice d'un projecteur et qu'elle est représentée par l'application A rond B, où A et B représentent ces applications linéaires. Donc, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Et on va tout de suite reprendre la matrice A, on va réécrire la matrice A, la matrice AB, pardon, on va la réécrire, mais en prenant bien en compte qu'il s'agit de la matrice dans la base canonique de C3, de l'application A rond B, pour recueillir un maximum de renseignements. Alors, si je note E1, E2, E3, la base canonique de R3, je sais que les colonnes de cette matrice vont représenter respectivement A rond B de E1, A rond B de E2, A rond B de E3.
Voilà ce que représentent les colonnes de cette matrice que l'on décompose dans la base E1, E2, E3. Donc je mets la légende qui est associée à ce projecteur. J'écris aussi les coefficients de la matrice, donc les coefficients qu'on a récupérés. Voilà. Et donc la première chose qui va m'intéresser, on l'a dit, c'est de déterminer l'ensemble des vecteurs invariants par l'application. Et on a dit que c'était les vecteurs de l'image. Pour pouvoir déterminer sérieusement les vecteurs de l'image, il faut calculer le rang. Alors je sais déjà que comme ces deux colonnes sont linéairement indépendantes, on peut déjà dire que le rang de l'application A rond B est supérieur ou égal à 2. Il y a aussi une certitude, c'est qu'en additionnant toutes les colonnes de cette matrice, on obtient 0. Ce qui veut donc dire qu'a priori, le vecteur A rond B de E3, c'est-à-dire la dernière colonne de la matrice, c'est l'opposé de la première colonne auquel j'ajoute l'opposé de la première colonne. Donc ça veut donc dire que ce vecteur-là s'exprime comme combinaison linéaire des autres vecteurs, ce qui prouve que la matrice n'est donc pas de rang 3, puisque l'une des colonnes s'exprime comme combinaison linéaire des autres colonnes. Donc le rang de A rond B est aussi inférieur ou égal à 2, comme il est supérieur ou égal à 2, le rang de A rond B est égal à 2. Ça me permet également d'obtenir une base de l'image de A rond B très efficacement. Puisque je sais que ce vecteur-là, je peux le supprimer du système générateur. Je vous rappelle qu'un système générateur de l'image de A rond B, c'est les colonnes de la matrice qui sont ici. Or, comme cette colonne, on a vu qu'elle s'exprimait comme combinaison linéaire de ces deux colonnes-là, on peut la supprimer du système générateur. Donc, je peux dire que l'image de mon application linéaire est engendrée par ces deux vecteurs. Là, j'ai une famille libre et une famille génératrice de l'image de A rond B. Donc la famille qui est formée par ces deux vecteurs-là est une base de l'image de A rond B. Alors génératrice par définition est libre parce que les deux vecteurs qui sont ici ne sont clairement pas proportionnels. Donc ceci, c'est une base de l'image de A rond B. Alors pourquoi je me focalise sur les vecteurs de l'image? Parce que les vecteurs de l'image d'un projecteur sont des vecteurs qui sont invariants. Ça veut dire que si ce vecteur-là, je l'appelle epsilon 1 et si ce vecteur-là, je l'appelle epsilon 2, on a A rond B de epsilon 1 qui est égal à epsilon 1 et A rond B de epsilon 2 est égal à epsilon 2. Alors on sait à quel point les vecteurs invariants sont importants dans les raisonnements. Alors ici que l'objectif est de déterminer l'application B rond A. L'application B rond A, elle est définie sur un espace vectoriel de dimension 2. Donc si je connais l'application B rond A sur une famille libre ayant deux vecteurs, c'est gagné. Mais on voit ici qu'on peut avoir des renseignements sur B rond A simplement en appliquant la fonction B. Si j'applique la fonction B à cette relation, voilà ce que j'obtiens. Donc là, je fais apparaître B rond A de manière assez naturelle. Et en jouant avec les compositions, je vais donc récupérer que la matrice B rond A, que l'application B rond A envoie le vecteur B de epsilon 1 sur lui-même. De la même façon, il envoie le vecteur B de epsilon 2 sur lui-même. Là, je pense que le problème est fini, puisque si je regarde les deux vecteurs qui sont ici, si ces deux vecteurs ont le bon goût de former une famille libre, on va montrer que l'application B rond A, elle coïncide avec l'application identité sur une famille libre. Et une famille libre à deux vecteurs dans un espace de dimension 2, c'est une base. Je vous rappelle que B de epsilon 1 et B de epsilon 2, c'est des vecteurs de R2, donc on vit dans un espace vectoriel de dimension 2. Donc là, il s'agit évidemment de l'identité de R2. Moralité, il faut que j'étudie la liberté de la famille B de epsilon 1 et B de epsilon 2. Si cette famille est libre, l'exercice est terminé. Donc pour montrer que cette famille est libre, je me donne deux scalaires, ici donc des nombres réels, puisque je travaille dans des R espaces vectoriels, tels que
alpha b de epsilon 1 plus bêta b de epsilon 2 est égal au vecteur nul. Alors ici, c'est bien sûr le vecteur nul de R2. Hein. L'objectif est de montrer que alpha et bêta sont nuls. Moi, je regarde ce que je connais. Ce que je connais, hein, c'est ce que j'ai réduit de mon projecteur. Moi, ce que je connais, c'est A rond B de epsilon 1 et A rond B de epsilon 2. Quand on voit cette relation, on a donc envie d'appliquer A. Ce qu'on fait, on applique l'application A, qui est bien définie sur R2. Ici, j'ai bien une égalité de vecteurs de R2. On va récupérer alpha A rond B de epsilon 1 plus bêta A rond B de epsilon 2, puisque je vous rappelle que l'application A est une application linéaire, donc l'image de cette combinaison linéaire, c'est bien la combinaison linéaire des images. Donc là, on obtient l'image par A du vecteur nul de R2. Comme A est une application à valeur dans R3, on obtient le vecteur nul de R3. Mais je sais que A rond B de epsilon 1, c'est epsilon 1, et ici, je vais récupérer epsilon 2. Donc ça, c'est le vecteur nul de R3. Seulement, les vecteurs epsilon 1 et epsilon 2, je sais que ça forme déjà une famille libre, puisque on avait déjà vu que ces deux vecteurs-là, c'était le vecteur de coordonnées 0, 1, 1, et moins 1, moins 1, et le vecteur de coordonnées moins 1, 0, moins 1. Donc la famille epsilon 1, epsilon 2 est une famille libre, puisque epsilon 1 et epsilon 2, ce sont respectivement ces deux vecteurs-ci. Moralité, comme la famille epsilon 1, epsilon 2 est une famille libre, comme j'ai une combinaison linéaire nulle de ces deux vecteurs, j'obtiens que les deux scalaires qui interviennent dans cette combinaison linéaire sont nuls. Donc la famille qui est formée par ces deux vecteurs est une famille libre. Ma moralité, j'ai l'application B rond A et l'application identité de R2 qui coïncident sur une base de R2. Puisqu'une famille libre a deux vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 2, c'est une base qui coïncide sur une base de R2. La base de R2 que j'ai obtenue, c'est la base qui est formée des vecteurs B de epsilon 1 et B de epsilon 2. Ces deux vecteurs de R2 formant une famille libre dans un espace de dimension 2, c'est donc une base par caractérisation des bases en dimension finie. Donc on peut bien dire que l'application B rond A, c'est l'application identité de R2. Donc là, la partie géométrique a livré son verdict. En considérant les applications linéaires canoniquement associées, on a réussi à déterminer la nature de l'application B rond A. Pour avoir la nature de la matrice AB, il suffit d'utiliser l'application qui me permet de replonger dans les matrices. Je vais calculer la matrice de cette application linéaire dans la base de l'espace vectoriel de départ de A, R2, et dans l'espace vectoriel de l'espace d'arrivée de B, R2. Donc je vais calculer la matrice dans la base canonique de R2 de l'application B rond A. Je sais que cette matrice-là, c'est la matrice de cette application. Or, la matrice de l'identité, quand je mets la même base au départ et à l'arrivée, c'est l'identité. Comme la matrice de la composée, c'est le produit des matrices, je récupère la matrice de B dans les bases canoniques, respectivement de R3 et de R2, fois la matrice de A dans les bases canoniques de R2 et de R3. Et bien ça, c'est égal à la matrice identité. Donc on voit que cet exercice est un merveilleux exercice d'application de... Quand j'ai un problème sur les matrices, je peux voir ce problème géométriquement. Et une fois que le problème géométrique a livré son verdict, je peux revenir dans les matrices. Donc les exercices qu'on avait fait avant, c'était plutôt dans l'autre sens. On partait d'un problème géométrique, on cherchait à le traduire dans les matrices, on résolvait le problème sur les coordonnées, puis on remontait au problème géométrique. Et bien là, on a vu un exercice où on utilise l'effet inverse, on a un problème purement d'ordre matriciel, et ce problème-là, on le résout à travers un problème géométrique. Et on se doutait bien qu'il y avait de la géométrie là-dessous, puisque la seule hypothèse qu'on avait, c'est que cette matrice était la matrice d'un projecteur, qui est une application éminemment géométrique.